par 5. 5 multiplié fois 10, parce que je suis dans la base 10, à la puissance 2, plus 2 fois 10 à la puissance 1, plus 6 fois 10 à la puissance 0. C'est ça la définition de ce nombre-là. D'accord? La même chose ici. Nous avons dit, en fait, pour aller de la base binaire vers la base décimale, on applique la définition. Donc, ici, la position, c'est 0, 1, 2, 3, 5 et 6. Donc, je commence par ce 1-là, ce premier 1, fois 2 à la puissance 6, plus, donc c'est 1 fois 2, c'est pas fois 10, mais c'est fois 2. D'accord? La puissance 6, plus 0, donc je mets quand même 0 fois 2 à la puissance, c'est 0 fois 2 à la puissance 5, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, 1 c'est la position, plus 1 fois 2 à la puissance 0. D'accord? 1 fois 2 à la puissance 0. Mais pour les prochaines fois, en fait, ces coefficients-là, là où il y a le 0, celui-là par exemple, et celui-là, en fait, c'est pas la peine de les écrire parce que ça donne un 0. D'accord? Celui-là par exemple, et celui-là, ce n'est pas normalement la peine de l'écrire. Alors, ça, d'un part. D'autre part, donc pour faire ce genre de calcul, il faut maîtriser dans votre tête, il faut enregistrer les puissances, ce qu'on appelle les puissances de 2. Les puissances de 2, par exemple, là, par exemple, 2 à la puissance 0 est égal à combien? Est égal à 1. D'accord? 2 à la puissance 1 est égal à 2. 2 à la puissance 2 est égal à 4. 2 à la puissance, parce que ici, je suis dans les puissances, d'accord? Je suis dans les puissances de 2, donc au lieu de faire les calculs à chaque fois, en fait, c'est mieux de les prendre par cœur comme ça. Parce qu'on dit 1, 2, 4, par la suite, il y aura 8 ici, c'est normal. Donc, 1 fois 2, c'est 2, 2 fois 2, c'est 4, 4 fois 2, c'est 8. Après le 8, il y a le 16. Après le 16, il y a le 32. Il y a le 64, il y a 128, il y a 256, etc., etc. Alors, celui-là, ça correspond à 2 à la puissance 3. Celui-là, ça correspond à 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 à la puissance 6, c'est égal à celui-là. 2 à la puissance 7. Et ça, c'est 2 à la puissance 8. Est-ce que je vois le tableau? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, comme ça, en fait, le 2 à la puissance 6, automatiquement, 2 à la puissance 6 est égal à 64. Ça, c'est le 64. Ça, c'est parti. 2 à la puissance 4, donc c'est 16. Plus 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, ça, c'est parti. Plus 2, plus 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, il est égal 64 et 16, c'est 80. 88, 90, 91. Ça, c'est 91 dans la base décimale. Donc, la réponse ici, c'est 91. D'accord? Alors, je passe au deuxième nombre. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Elle est 3 fois. Alors, maintenant, on va voir pour le... Alors, le 1, 0, 1, 0, 1, 0. Celui-là, il est dans la base 2, est égal à combien? Dans la base décimale. Alors, donc, la même chose, on fait les 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, est égal à 1 fois 2 à la puissance 5, plus, parce que c'est 1 fois 2 à la puissance 5,
c'est pas la peine d'écrire celui-là, parce que c'est 0, donc plus 1 fois 2 à la puissance 3, c'est ici, plus 1 fois 2 à la puissance 1, donc c'est cette position, qui est égale, donc 5 c'est 32, plus 8 c'est 40, plus 2 qui est égal à 42. D'accord? Donc, quand on écrit 42, on ajoute ici 10 ou bien D. Je peux mettre D ici, ou bien 10 pour dire en fait que je suis dans la base décimale. Alors, on va maintenant voir le deuxième exercice, la deuxième question. Si A1BE, celui-là c'est un nombre de la base hexadécimale, on va essayer en fait de le transformer en base décimale. A1BE. Donc, je commence par donc, le A1BE. Alors, celui-là, c'est un nombre hexadécimal. Donc, la même chose, je fais la définition toujours pour aller d'une base X vers la base décimale, c'est la définition. D'accord? Ça, c'est la définition pour aller de cette base-là, de n'importe quelle base. Que ce soit binaire, octal, la base 16, etc., vers la base décimale, c'est la définition. Maintenant, de la base décimale vers n'importe quelle base, la base X, ici, en fait, c'est quoi? Division. C'est la division, très bien. Donc, c'est A1BE, alors ici, c'est 0, 1, 2, 3. Donc, pour celui-là-ci, ce sont des positions. Donc, le 16, donc, est égal à combien? Je cherche est égal à combien en base décimale. D'accord? Alors, la première des choses, c'est qu'en fait, j'ai ici des symboles comme A. Dans ma tête, le A de l'hexadécimal est égal à combien en décimale? Le A. 10. 10, ça c'est le 10. 10, ça c'est 11, A, B, C, D, E, F. Ça c'est le 14. D'accord? Attends. Donc, je mets, c'est le A, je mets le A, ce A là. Je peux ajouter ici en fait 16 ou bien hexadécimal. Je n'ai c'est que ce n'est pas un décimal. D'accord? Fois quoi? Fois ce 16 là, à la puissance 3, plus 1, ce 1 là. Donc, si le 1 de 16, le 1 de 16 est égal à combien en décimal? Donc, fois 16 à la puissance 2. Alors, le 1 de l'hexadécimal est égal au 1 de décimal. C'est la même chose. D'accord? De 1 jusqu'à 9, de 0 jusqu'à 9 de la base hexadécimale est égal au 0 jusqu'à 9 de la base décimale. C'est la même chose. Donc, fois 16, donc, fois 16 à la puissance 2, plus, alors maintenant je suis dans le B. Alors ce B-là, je ne suis pas dans la base décimale, mais je suis dans la base hexadécimale. Fois 16 à la puissance 1, plus E, fois 16 à la puissance 0. Donc, est égal. Alors, ici, je dois faire un petit peu de calcul. Donc, je mets ici 16 à la puissance 3 est égal à combien? Donc, c'est 16 fois 16. Alors, est égal à 4000. Donc, c'est 4096 fois la 10. سنحول هذا la base décimale. Donc, est égal à 10 fois 4086 plus 1 fois 16 fois 16. Donc, 16 au carré, 256 fois 256 plus le B c'est 11 fois 16
plus le E, هو 14, le E c'est 14 fois 1. D'accord? Est égal 40 960 plus 256 plus 176 plus 14. Donc, tout ça est égal à un nombre qui ressemble à 40, donc 41 406. 41 406. Ça, c'est dans le décimal. Merci. D'accord? De la même manière pour le deuxième nombre, le nombre C4F3, C4. Alors, de la base 16, alors celui-là est égal. Donc, de la même manière, est égal à 50, 419. D'accord? 419 de la base décimale. Donc, essayez de refaire les calculs et ça vous donne cette valeur. Maintenant, on va voir le deuxième exercice. Je vous donne le deuxième exercice. La question 2. Alors, la question 2, c'est coder l'entier, cet entier-là, successivement en base 2 et déduire sa représentation en base hexadécimale. On va représenter le nombre sous sa forme binaire. Et par la suite, on va déduire. À partir de la représentation, à partir du résultat de la première partie de question, on va déduire la deuxième partie le résultat de la deuxième partie. D'accord? Donc, pour faire 2, 3, 9, 7. Alors, ici, nous avons pour la question 2. Alors, ici, nous avons un nombre décimal et on cherche sa représentation en binaire. D'accord? Et quand nous avons la représentation en binaire, on va déduire la représentation hexadécimale. Nous avons le nombre 2. Alors, pour la question pour la question 2, nous avons le nombre, c'est quoi? C'est 2, 3, 9, 7 ou bien 7, 9? 9, 7. 9. Alors, celui-là, en fait, c'est un nombre décimal. Est égal à combien? En binaire. D'accord? Est égal à combien en binaire? Ou à partir de cette représentation-là binaire, on va déduire, en fait, sa représentation hexadécimale. Est égal à combien? D'accord? Alors, on veut aller maintenant de décimale vers le binaire, donc on va utiliser la division. D'accord? La notion de la division. La division, pour aller du décimal à binaire, on va faire la division sur 2. D'accord? Et si on veut aller, pour aller de ça à ça, on fait la division sur 2. Et si je veux aller de ça vers la base 16, je fais la division sur 16. Mais pour la partie de 16, la partie en fait ce résultat-là, on doit le déduire à partir de ce résultat-là. D'accord? On va le déduire à partir de ce résultat. Donc, on va faire la division. Nous avons 2, 3, 9, 7. Alors, celui-là, ou bien on fait comme ça des divisions. 2, 3, 9, 7 divisé sur 2. Alors, je dis que celui-là, ça donne en fait 1150, 1198. Ça donne 1198.
1198 fois 2, ça donne 2396. D'accord? Ça fois ça, ça donne ça. Ça donne ça. Et par la suite, je mets ça moins ça, donc le reste, c'est 1. Je prends la valeur AD, je la divise sur 2. D'accord? Je la divise sur 2, ça donne un résultat et un reste. Celui-là, je le divise sur 2, ça donne un résultat et un reste. Ça divise sur 2, ça donne un résultat et un reste. Jusqu'à atteindre, je continue jusqu'à atteindre 0 et je m'arrête. D'accord? Et par la suite, je fais la lecture d'en bas vers la gauche. Par exemple, j'ai ici, ça, ce sont des pointillés. Il y a par exemple 1, 0, 0, 1. Donc vers la fin, je dis que celui-là, le nombre là est égal à 1, ce 1-là. D'accord? Des pointillés. Ces deux zéros-là sont des restes. Et 1. En binaire. D'accord? Ça, c'est la division. Ou bien, ça, c'est une division sur 2. Ou bien, je peux faciliter les choses. Faire comme ça, comme nous avons vu sur le cours. Je dis, ça est égal à combien? Ça divisé sur 2 est égal à combien? Est égal à 1, ce 1-là. 1198. D'accord? Le reste, c'est combien? Le reste, c'est 1. Le reste, je vais le mettre ici. D'accord? Je prends ça. Donc, au lieu de faire à chaque fois diviser sur 2, donc je sais qu'il s'agit d'une division sur 2. Je prends ce nombre-là, je le divise sur 2, ça donne le résultat. Je vais écrire le résultat juste en bas ici. Et je vais écrire en fait le reste à droite. D'accord? Alors, celui-là sur 2 est égal à 500. 18. 99. 99. Très bien. 99. Le reste, c'est combien? Si je divise ça sur 2, le reste, c'est 0. Oui, monsieur. Alors, ça divisé sur 2. Donc, si 600 divisé sur 2, c'est 300. Donc, c'est 300. Non, c'est 298. Vous êtes bien d'accord? 99. 99. C'est 99. Et le reste, c'est 1. C'est 1. Très bien. Alors, celui-là divisé sur 2, ça donne 149. Le reste, c'est 1. Ça divisé sur 2, c'est 7, 4. Le reste, c'est 1. Ça divisé sur 2, c'est 37. Le reste, c'est 0, parce que c'est pair. Alors, quand il s'agit d'un nombre pair, le reste, c'est 0. Quand il s'agit d'un nombre pair, le reste, c'est 0, parce que je divise sur 2. D'accord? Alors, 37 sur 2, donc c'est 36 sur 2, c'est 18. Le reste, c'est 1. Alors, ça, c'est 9. Le reste, c'est 0. Ça, c'est 4. Le reste, c'est 1. Donc, ici, je dis 4 sur 2, c'est 2. Le reste, c'est 0. 2 sur 2, c'est 1. Le reste, c'est 0. Le 1 sur 2, 1 divisé sur 2. Alors, est égal à 0. Le reste, c'est 1. Alors, quand je tombe sur le 0, je m'arrête. Je m'arrête à ce niveau-là. D'accord? Et je fais la lecture à partir d'en bas. La dernière fois, nous avons expliqué pourquoi on commence d'en bas vers le haut. ياك شرحنا la dernière fois. قلنا le 1 هذا le dernier 1 هو اللي عنده une grande puissance. D'accord? Donc, l'essentiel quand je fais la division, je m'arrête à 0 et je fais la lecture à partir d'en bas. Donc, le 2, 3, 9, 7. Le 2, ça implique quoi? Que le 2, 3, 9, 7 est égal. Ça, c'est la base décimale. Est égal
Donc, c'est 1 double 0, 1 double 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 1 1 3 fois, 0, 1. Très bien. Alors celui-là, en fait, c'est la représentation en binaire. C'est sa représentation en binaire. Alors, là, en fait, nous avons sa représentation en binaire. À partir de cette représentation-là en binaire, on va déduire est égal à combien en hexadécimal. D'accord? Est égal à combien en hexadécimal. La dernière fois, ça, c'est la deuxième partie de la question. Là, donc, coder l'entier successivement en base 2 et déduire sa représentation en base hexadécimale. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Nous avons dit, en fait, 4. يعني بغينا نمشيو من la base 2 vers la base 16. D'accord? Alors, en fait, la règle, c'est que 4 symboles, juste pour simplifier les calculs, parce que de la base 4 symboles de la base 2 est égal à un seul symbole de la base 16. D'accord? Alors, les symboles de la base 2, il est équivalent à un seul symbole de la base 16. Parce que nous avons un problème ici. D'abord, on a une base, c'est-à-dire un nombre en 2 dans la base 2, يعني واحد le x en base 2 est égal à combien en base hexadécimale, c'est-à-dire est égal à combien ce y là ou bien cet point d'interrogation. D'accord? Alors, la question ici, en fait, je peux faire un travail, en fait. Je sais très bien comment aller de la base 2 vers la base décimale. Pour aller de 2 vers D, on applique ce qu'on appelle la définition. D'accord? Et je peux revenir de la base décimale à la base 16 par une division sur 16. Au lieu de faire la division sur 2, on va faire la division sur 16 parce qu'on veut aller à la base hexadécimale. D'accord? Mais aller donc, je dis en fait, pour aller de la base binaire vers la base hexadécimale, on peut faire ce contour-là. Mais ce contour-là, en fait, ça prend un petit peu de temps. Il y a une règle qui dit, en fait, pour aller de la base 2 à la base 16, sans faire ce contour-là, c'est que 4 symboles de la base 2 est égal à un seul symbole de la base hexadécimale. Bon. Alors, on va écrire ce nombre-là. Donc, alors nous avons 2, 3, 9, 7. Alors, nous avons 2, 3, 9, 7. Alors, celui-là, en fait, il est en base 10. Alors, on sait très bien qu'il est égal à 1, 0. Non. C'est bien ça. Donc, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, waqilas. 0, 1, c'est bien ça. Donc, en base 2. Alors, on va appliquer la règle. On fait 4 symboles de la base 2, ça donne un seul symbole de la base. يعني 4 ديال لي symboles de la base هذه, la base binaire est égal à un seul symbole de la base hexadécimale. On veut aller en fait à la base égale à combien en base hexadécimale. Alors, je vais aller faire des paquets de 4 symboles. On va dire les paquets de 4 symboles. Donc, on dit 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. D'accord? C'est ça, ce nombre-là. Donc, je vais aller ici de faire 4 symboles de la base. Voilà un seul paquet. Je commence à partir de droite vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Donc, celui-là, ça doit donner un seul symbole de la base hexadécimale. D'accord? Et je compte. 1, 2, 3, 4. Ça aussi, ça va donner en fait un seul symbole de la base hexadécimale. Et ça aussi, les 4 derniers, ça donne un seul symbole de la base hexadécimale.
D'accord? Et si jamais, en fait, je commence de droite vers la gauche, pour tracer, pour déterminer les paquets, il y a un paquet de 4 symboles binaires est égal à un seul symbole hexadécimal. Ça, en fait, c'est pour simplifier les calculs. يعني باش ندوزو في les calculs rapidement. حيت إلا le nombre طويل بحال هكا, si je dois passer par le décimal, puis en hexadécimal. Donc, ça complique les... Ici, en fait, je simplifie les choses. Je dis, en fait, je détermine les paquets allant de droite vers la gauche. En plus que ça, pour celui-là, si jamais, par exemple, on dit le nombre 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Alors, je détermine 1, 2, 3, 4. Voilà un seul paquet. 1, 2, 3, 4. Voilà un deuxième paquet. Jusqu'à ici. Mais pour ce 1-là, je peux ajouter en fait 3 zéros et le considérer comme un autre paquet. D'accord? Et là, le dernier paquet, s'il n'y a pas de 4 symboles, j'ajoute des zéros à gauche. Parce que la règle, c'est que si j'ajoute des zéros à gauche, ça ne change pas le nombre. 6 est égal à 0,6. D'accord? Ou bien est égal à 0,06. Plus que j'ajoute des zéros à gauche, il n'y a pas de souci. Donc, si le nombre dit symbole, s'il n'atteint pas le dernier, pour ce dernier paquet-là, s'il n'atteint pas 4, j'ajoute des zéros. D'accord? Bon, bref. Alors, pour celui-là. Alors, maintenant, on a le nombre ADA. Le nombre ADA, d'abord le nombre ADA, parce que c'est un petit paquet. D'accord? C'est un petit paquet. Je peux aller du X vers D et du D vers 16. Parce qu'aller du binaire vers l'hexadécimal, donc en général, ou bien je prends tout le nombre en entier, quand même le grand nombre, je le fais passer en D, d'accord, et puis de D vers l'hexadécimal. Ok? Mais ici, en fait, si nous avons un long nombre, ça prend, c'est compliqué de faire ce compteur direct. Je divise le nombre binaire en paquets de 4 bits, d'accord, chacun. Et pour chaque paquet, ça donne un symbole. Et pour chaque paquet, je le transforme en décimal, puis en hexadécimal. Alors pour celui-là, donc je prends celui-là, je fais un calcul à côté. Donc, header, il y en a 1, 1, 0, 1. Ça, c'est la position 0, 1, 2, 3. Donc, est égal, le décimal, donc je lui fais passer en décimal, est égal 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 0, est égal, calcul rapide, 8 plus... Par la suite, on aura comme la méthode pour faire le calcul facilement. Donc là, si on prend celui-là par cœur, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, etc. 0 c'est 1, la puissance 1 c'est 2, la puissance 2 c'est 4, la puissance 3 c'est 8, la puissance 4 c'est 16, etc. Si on prend ça par cœur, c'est facile par la suite de faire les calculs. Exemple ici. Je dis ici, en fait, c'est pas la peine de dire à la fois la définition comme ça, je viens directement en disant 2 à la puissance 3, yani 8. 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 0, c'est 1, et la totalité, ça donne 13. Mais le 13, il est en décimal. C'est quoi son équivalent en hexadécimal? A, B, C, D est égal à D. D'accord? Donc celui-là, ça donne D. Alors ça, c'est pour le premier nombre. Je viens maintenant pour le deuxième nombre, je vais dire avec le calcul des direct. Alors, c'est la position 0, la position 1, la position 2, la position 3. La position 3, c'est 0, donc il n'y en a pas. D'accord, c'est parti. Alors, la position 2, c'est 4, plus la position 1, c'est 15, la position 0, c'est 1, donc c'est égal à 5. Alors, le 5 de décimal est égal, ça c'est l'hexadécimal. Bien, c'est 16. D'accord? Alors, est égal à 5 de 16. Ça ne change pas. Donc, celui-là, ça donne 5. Pour celui-là, pour le 1, donc, pour le 1, 0, 0, 1. Donc, ça, c'est 0, 1, 2, 3. Est égal à le 3, le 1 de 3, ça donne 8.
Ici, c'est 0, il n'y a rien, 0, il n'y a rien. Le 1 de 0, ça donne 1, qui est égal à 9. Le 9 de décimal, qui est égal au 9 de l'hexadécimal. D'accord? Donc, ça, c'est 9. Comme ça, le résultat, ça donne 9, 5D en hexadécimal, ou bien en 16. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Si vous avez des questions, donc là, en fait, ici, on passe à la base 2, et à partir de la base 2, on déduit la passe 16, donc déduit la passe, parce que ici, en fait, pour aller de ce nombre à la base binaire, c'est une division sur 2, successive, d'accord? Je peux faire la même chose pour aller à 16, c'est-à-dire diviser ce nombre-là sur 16, et voir ça donne quoi, d'accord? Ça va donner le même résultat. Mais sans compliquer les calculs, je passe de décimal vers le binaire et de binaire directement vers l'hexadécimal en appliquant la règle hadid, il y a 4 symboles binaires est égal à un seul symbole hexadécimal. Alors, donnez la valeur décimale de nombre. Alors, on cherche de nombre dans le cas où il est codé en base 2 et en base 16. Donc, ce sont des mêmes calculs. On a 1, 0, 1, 0. Nous avons 1, 0, 1, 0, 1. Alors, est égal à combien en décimal? Est égal à combien en décimal? Si il est donc sur la base 2. Et est égal à combien en décimal? Si il est en base 16. D'accord? Alors, l'objectif de cet exercice-là, c'est que, en fait, on va aller de même succession des symboles, ceci est la même succession des symboles, d'accord? Mais si il est représenté en binaire, ça donne quoi en décimal? Et si il est représenté en hexadécimal, ça donne quoi en décimal? Vers la fin, nous aurons deux nombres hexadécimaux, de nombres décimaux, d'accord? Le premier et le deuxième. On va comparer entre les deux. On voit le plus grand. باش نشوفوا en fait c'est quoi l'impact شنو هو التأثير ديال la base considérée. D'accord? Donc alors أول حاجة نعتبروا en fait la base binaire. Donner la valeur décimale 2 dans le cas où il est codé en base 2 ou en base 16. Donc, alors, est égal à combien? Donc, alors, on va considérer en fait le premier. Nous avons 1, 0, 1, 0, 1 en base 2. Donc, on applique la définition. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, parce qu'on veut aller en décimale. Alors, on sait très bien ici en fait que 2 à la puissance 4 est égal à combien? On va faire le calcul direct. 2 à la puissance 4 est égal à combien? 16. Voilà, 16 plus à 0, il est parti parce que 0. 2 à la puissance de c'est 4 plus 1 est égal à 21 en base décimale. D'accord? Alors, mais si il est représenté en fait en base hexadécimale, 0, 1, 2, 3, 4, ça c'est la même succession des symboles. Mais ce n'est pas le même nombre, parce que celui-là, il est en 2, et celui-là, il est en 16, ou bien en hexadécimal. Est égal à 1, ce 1-là, fois 16 à la puissance 4, plus 16 à la puissance 4 est égal à combien? Donc, plus ce 1-là, le 1 que nous avons ici. Les 0, moi, après, je sais que les 0. 0 fois quelque chose est égal à 0. D'accord? 1 fois ce 1-là, fois 16, ce 16-là, à la puissance 2, plus 1 fois 16 à la puissance 0, qui est égal
Donc, je vois que le nombre là, 16 puissance de 4, 56 000, 65 000, 536. 536 plus 16 fois 16, c'est 256, plus 1. Donc, plus 256, plus 1, 793 est égal 793 en décimale. C'est bien ça. Alors, d'abord, je fais, en fait, c'est la même succession. D'abord, l'objectif, je fais la même succession des symboles parce que nous avons le 2, nous avons le 16. 1, 0, 1, 0, 1. C'est 1, 0, 1, 0, 1, 1. Celui-là, il est représenté en binaire. Et celui-là, il est représenté en hexadécimal. D'accord? Ce sont deux bases différentes. On va voir le résultat. Le résultat de celui-là, c'est 21. C'est la même succession des symboles. Ça donne 21 s'il est représenté en 2. Et ça donne 65 000 s'il est représenté en base hexadécimale. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire ici, en fait, que plus que qu'on choisit une grande base, plus que la base il est grande, parce que la base 16, il est supérieur à la base 2. D'accord? Plus que la base il est grande, plus que le résultat, ça donne, plus que le nombre représenté, il est énorme, il est grand. Parce que si je compare le 65 000 avec le 21, c'est négligeable. Le 21, il est très petit par rapport à 65 793. D'accord? Donc, plus que la base, il est grande, plus que le nombre représenté, il est grand. Donc, بالنسبة لهذا, donner la valeur décimale du nombre dans le cas où il est. Même question dans le nombre dit au compte. Donc, alors celui-là, en fait, pour cette question-là, si... alors, supprimez la question, elle dit. D'accord? C'est pas la peine de la faire. Donc, exercice 2. Alors, en fait, la question ici, c'est représenter le nombre, celui-là et celui-là, sous leur forme binaire, par une autre méthode que la division successive. D'accord? Je vous donne une deuxième méthode pour représenter les nombres. À partir de cette représentation binaire, vous en déduirez leur représentation hexadécimale. Représenter le nombre sous leur forme binaire par une autre méthode que la division successive. Alors, l'exercice 3 aussi, ça représente, c'est la même chose que l'exercice 2. Donc, c'est le même. C'est le même ici. C'est le même exercice. C'est pas la peine de le faire. Donc, je vais enregistrer en fait la bonne version. Alors, ici, en fait, on va voir une deuxième méthode. Une deuxième méthode pour aller d'un nombre décimal vers un nombre décimal vers un nombre hexadécimal, d'un nombre décimal vers un nombre binaire. D'accord? On va voir une deuxième méthode. Alors, nous avons 129. Alors, parfois, il y a des nombres dont on n'a pas besoin de faire la division successive. Alors, comme j'ai dit, en fait, quand je demande à des nombres de تعقلوا عليهم 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc. D'accord? Donc, c'est une succession de nombres à mettre dans la tête. La puissance aussi. Par exemple, 64, sa puissance c'est 6. 32, sa puissance c'est 5. 256, sa puissance c'est 8. D'accord? Je veux d'abord, en fait, comment? D'abord, on a un nombre. On a un nombre décimal.
Arrête le micro. Tu arrêtes le micro قبل ما تنعس ولا قبل ما تنعسي. Par exemple, c'est un nombre 129, pardon. Alors ça, c'est un nombre décimal. وبغينا نحوله le nombre un nombre binaire de la base 2. Il est égal à combien en base 2. D'accord. En fait, pour faire la division, la méthode c'est de faire la division. D'accord. يعني 129 مثلا 129. Regarde, je divise sur 2, ça donne 129 divisé sur, si je fais les divisions sur 2, on dirait 129 divisé sur 2, ça donne 64, le reste c'est 1. 64 sur 2, c'est 32, le reste c'est 0. 32 sur 2, c'est 16, le reste c'est 0. Ça c'est 8, le reste c'est 0. Ça c'est 4, le reste c'est 0. Ça c'est 2, le reste c'est 0. Ça c'est 1, le reste c'est 0. Ça c'est 0, je m'arrête. Et le reste c'est 1. D'accord? Ici, en fait, nous avons fait ici un parcours des zéros. Le parcours, ça ne sert à rien. Pourquoi nous avons fait la définition? La définition, c'est d'écrire l'objectif de faire la définition. À la chaîne de part, c'est pas la définition, la division. À la chaîne de la division, c'est pour l'objectif, c'est d'écrire le 129 sous la forme des xi, d'accord? Donc, voilà, c'est la forme de la sommation de xi 2 à la puissance i. D'accord, la sommation ici, voilà, c'est sous forme de x1, donc xn 2 à la puissance n plus xn moins 1 2 à la puissance n moins 1 plus x0 2 à la puissance 0. Comme ça, le x le xi, si x là, un x est égal ou bien 0 ou bien 1, xi. D'accord? C'est égal ou bien 0 ou bien 1. Comme ça, le nombre 129 est égal à xn moins 1, x0. En binaire. L'écriture du dialogue comme ça, il est en binaire. D'accord? C'est la division. La division pour l'objectif d'écrire le 129 sous forme de la sommation. Qu'on a sorti la dernière fois. C'est la division. D'accord? Alors que parfois, la sommation a dit, si j'arrive à écrire 129 sous ce format-là, sous le format-là, si j'arrive à écrire 129 sous ce format-là, par la suite, le passage de la base décimale à la base binaire, ça va être facile. D'accord? Mais parfois, il y a des nombres qui sont regardés, ils sont 29. 129. Dans la base décimale. D'abord, je fais une autre méthode autre que la division. Une autre méthode autre que la division. Je veux écrire le nombre sous forme d'un polynôme comme ça. De la sommation dx 2 à la puissance n. D'accord? La division, c'est une méthode, les 4 la solution. La division, ça prend un petit peu de temps, surtout s'il y a des choses ici qui sont 0, 0, 0, 0. C'est embêtant. Alors, si je fais le 129, parfois il est proche. Regardez le 129. Parce que le 129, l'objectif, comme j'ai dit, c'est d'écrire le 129 sous forme de la sommation des 2 à la puissance quelque chose. Les 2 à la puissance quelque chose, ils sont là. D'accord? Donc, le 129 est égal à combien? Alors, on va essayer d'écrire le 129 sous forme de la sommation des 2 à la puissance quelque chose. Alors, c'est égal à combien?
أول حاجة كاين 128 d'accord est égal 128 alors 128 هذا plus اشنو plus 1 très bien donc est égal à combien le 128 je sais très bien que le 128 est égal à 2 à la puissance 7 plus le 1 c'est quoi c'est 2 à la puissance 2 à la puissance 0 regardez nous avons 1 dans la position 0 et nous avons 1 dans la position 7. Et entre le 0 et le 7, il n'y a que des 0. D'accord? Donc, est égal, le 1, c'est la position 7. Donc, par la suite, c'est égal à 1 fois 2 à la puissance 7 plus 1 fois 2 à la puissance 0. يعني باش تشوفوا هاد لي 1. D'accord? Est égal à 1. Le 1, c'est la position 7. La position 6, c'est ce qu'il existe? Non. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 1, il y a la position 0. Ça, c'est sa représentation en binaire. Ça, c'est une deuxième méthode, c'est-à-dire autre que la division. Aller d'une base décimale à une base binaire, d'accord? Il suffit d'écrire le nombre décimal sous la forme de la sommation des puissances de 2. D'accord? On va prendre un deuxième nombre. 147. Je vois le nombre 147, c'est de la base décimale. Est égal à combien? On va écrire le 147. 147, on va écrire sous la forme de la sommation des nombres. Est égal à combien? Alors, un nombre, quel que soit le nombre, en fait, décimal, on peut l'écrire sous la forme des sommations d'Yalad, quel que soit le nombre. D'accord? Alors, 147 est égal 2 à la puissance 7 plus 128. نكتبوا غير بلي نومبر comme ça. شحال باقي 19 ياك Oui, monsieur. باقي 19 est égal à combien دابا باقي 19 إلا حيت 147 من 128 باقي 19 غناخد 16 شحال باقي 3 باقي 3 اللي هو 2 plus 1 voilà 2 plus 1 ou je connais très bien que هذا c'est la position 0 هذا c'est la position 1 هذا c'est la position 4 وهذا c'est la position 7 ياك 0 1 4 وهذا 7 donc est égal voilà ديال 7 6 il n'y en a pas 5 il n'y a pas 4 il existe 3 il n'y en a pas 2 il n'y en a pas 1 il existe 0 il existe. Ça c'est la représentation en binaire. À partir de cette représentation binaire, vous en utilisez la représentation hexadécimale. Donc, نشوفوا غير بالنسبة للدياني هذا نديروا ليه la même là. À partir de cette représentation là, on cherche sa représentation en hexadécimale. D'accord? Alors, en fait, pour aller du binaire à l'hexadécimal, 4 symboles d'ici, ça donne un seul symbole hexadécimal. نشوفوا غير بالنسبة للدياني. هذا en fait c'est le 0, 0, 1, 1, ça c'est la position 0, 1, 2, 3, le nombre هذا est égal 5 ou bien 3. C'est 3. C'est 2. C'est 1 plus 2. D'accord? C'est bon pour celui-là. Donc celui-là, ça donne 3. Le 3 de décimal est égal au 3 de l'hexadécimal. Donc il n'y a pas de souci. Je mets ici 3. D'accord? Et pour l'autre, c'est 1, 0, 0, 1 qui est égal. Ça, c'est 1, 2, 4. Donc c'est 8 plus 1 qui est égal
est égal à 9. Et celui-là, ça donne 9. Donc, l'ensemble de tout, ça donne 9, 3 dans la base hexadécimale. C'est bon? Alors, donc c'est bon. Alors, par la suite, en fait, je vais mettre... Alors, 10 minutes. Il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes. On va ici, en fait, d'attaquer la partie de cours. D'accord? Je vois là, par contre, je vais arrêter là. Nous avons dit, en fait, parmi les... On est maintenant sur le modèle relationnel de données. Qu'est-ce que je vois l'écran? Est-ce que vous l'écran? Oui, monsieur. La dernière fois, on a le modèle relationnel de données. وقلنا en fait أنه il faut en fait bien réfléchir à un bon cahier de charge. Il faut réfléchir à un bon cahier de charge, un bon modèle conceptuel de données et un bon modèle relationnel de données pour ne pas avoir des problèmes comme dans le tableau que vous avez devant vous. D'accord? Parce que vers la fin, une base de données se compose d'un ensemble de tableaux. C'est ce qu'on a la dernière fois. Une base de données se compose en fait de plusieurs tableaux. Et si jamais nous avons un tableau là où il y a des répétitions ou bien des redondances, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que regardez ici par exemple, nous avons vu l'exemple de la dernière fois de l'ouvrage. En fait, c'est une redondance qui réside dans le fait le problème ici, c'est que à l'âge qu'il y a la redondance, qu'il y a deux auteurs qui ont participé dans l'écriture de ce livre-là. D'accord? Donc, nous avons écrit toutes les informations par rapport au livre pour le premier auteur. Nous avons répété la même chose, rien que pour dire qu'il y a un deuxième auteur. Donc, ça ne sert à rien. C'est bête. Et si on est en train d'abord une table, le tableau dans une base de données, il se compose des milliers et des milliers de lignes. D'accord? Alors ici, ce que vous avez devant vous, ce n'est qu'un exemple. Un petit exemple, et comme on fait la redondance. Mais imaginez par exemple, la base de données, par exemple, imaginez les utilisateurs de Facebook. Le tableau qui contient les utilisateurs de Facebook. Facebook a une base de données qui contient un certain nombre de tableaux. Parmi les tableaux, il y a sûrement une table qui s'appelle Users, les utilisateurs. D'accord? Imaginez, nous avons combien de lignes dans cette table-là. D'abord, sans redondance, il y a des millions, des milliers, des millions et des millions d'utilisateurs. D'accord? Et si nous avons une petite redondance pour chaque utilisateur, par exemple, au lieu d'avoir, supposons qu'on a 10 millions, d'accord? 10 millions de lignes utilisateurs. Il suffit d'avoir une redondance d'une ligne, donc 2 millions de lignes, à 20 millions. S'il s'agit d'une redondance de 3 fois, les 10 millions, ça va arriver à 30 millions. Au lieu de chercher une information dans 10 millions de lignes, on va la chercher dans 30 millions. Donc, ça va prendre énormément, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup plus de temps pour arriver au résultat. L'objectif de Kulchi, il agit par exemple, je viens ici sur, voilà, je mets Wikipédia, voilà. Ça, d'abord, on fait la base de données de Wikipédia. D'accord? Le mot base de données. C'est un mot que j'ai écrit. D'accord? Je tape entrée. Automatiquement, je vais aller la page. La page, elle dit normalement, regardez la page, elle dit, c'est une page qui est affichée. Je fais le nombre des pages de Wikipédia. Le dictionnaire libre. Français, arabe. Alors, regardez sur Wikipédia, ici, en français.
D'ici la page d'accueil. En français, il y a 2 millions d'articles. Il y a 2 millions de pages. En anglais, il y a 6 millions d'articles. Il y a plus de 6 millions d'articles. D'accord? En français, il y a plus de 2 millions d'articles. Le fait de taper, par exemple, ici, base de données, en fait, il m'a affiché ici parce que j'ai déjà cherché. Quand je mets entrée, il a fait sortir une page parmi les 2 300 000, voilà. Dans un clic, il m'a affiché une page, il y a 2 millions de pages où il m'a affiché ça. Bien sûr, le serveur de Wikipédia, c'est quelque chose de rapide, l'Internet, il est bon, etc. Mais il y a des choses qui sont au niveau de la base de données pour optimiser les recherches. Si je viens sur Wikipédia et je tape base de données, par exemple, comme ça, base de données, et je clique et j'attends 10 minutes et 10 minutes pour afficher ça, en fait, ça sert à rien. C'est mieux d'aller chercher, en fait, un livre. Si je clique sur Internet, أنا تيمشي أحسن ليا نخرج نمشي لا بيبليوتيك نطلب ان ليفر وتما نقرا لو ليفر احسن من الانترنت. يعني parmi les choses qui ont encouragé les gens à utiliser Internet, يعني يزعموا على الانترنت etc. c'est la rapidité des choses, la rapidité de la recherche, la rapidité de faire quelque chose. Quand je fais, par exemple, j'ai pas mon compte sur Facebook ici, pour donner d'autres exemples. Alors, allez sur Facebook, vous tapez un nom d'une personne, vous allez sur l'album des photos, la photo numéro 5, par exemple, tout de suite, il vous affiche la photo. Avec la vitesse qui est كبيرة. Ou imaginons que les données كاملين, ils sont enregistrés dans une... il y a plusieurs autres données. ديك لا دوني اللي خرج في فيسبوك راه ماشي بوحدها اللي كاينه، راه خرجتها وسط دي مليار اي دي مليار دي فوتو باغ اكزومبل. يعني كاينين بوكو دو فوتو باش تخرج ديك يعني tu as cherché une photo à l'intérieur de plusieurs photos. Et ça donne le résultat avec une grande vitesse, etc., etc. Ça, c'est grâce à la structuration de la base de données. Parmi les choses اللي خصنا نحترموهم باش انه تكون لا رابيديتي ديال لا ريشيرش هي لا رودوندونس ما تكونش. يعني المعلومة la donnée il faut l'enregistrer dans un seul endroit. Une donnée مسجلة في بلاصة واحدة tu n'as plus le droit تسجلها في بلاصة أخرى. D'accord? Par exemple, je sais très bien que le livre Algorithme génétique, il a été en fait sur l'année 1994. Nombre d'exemplaires, c'est ça. C'est informatique évolutionniste. Alors, c'est là en fait c'est une information, c'est une donnée qu'il ne faut pas enregistrer autre part. Parce qu'il est là. Ok, c'est bon. Une seule place. حيت إلا تنكثروا في لي دوني اشاك فوا تنعاودوا يعني انا تنكبروا في ليسباس ديال لا اون مي لي دوني وتيكون عندنا ان بروبليم au niveau de la recherche. تنقلبوا على لي زافو حيت pourquoi nous avons dit une base de données. علاش تنجمعوا دي دوني؟ يعني تنجمعوا دي دوني حيت غنحتاجوهم باغ لا سويت. داكور؟ يعني باقي غنرجعوا ليهم لي دوني هادو. الا ما غنرجعوش لي دوني اون فيت سا غير لا باز دو دوني. On crée une base de données, c'est pour l'utiliser après, pour faire les recherches après, pour faciliter la vie après. Par exemple, un jour, je veux les étudiants qui, dont l'âge, ils ne dépassent pas, par exemple, 20 ans. Je viens sur ma base de données, je vais créer en fait un petit programme, ou bien je clique pour afficher les étudiants dont l'âge, il ne dépasse pas 20 ans. Donc, c'est facile, il facilite la vie. D'accord ? Une base de données, c'est pour faire les recherches après, c'est pour faciliter la recherche de données par la suite. Mais la recherche, c'est-à-dire que ça soit rapide. Parce que rapide, il ne faut pas avoir une redondance. Donc, la dernière fois, en fait, nous avons des redondances ici dans ce tableau-là. Le problème, il vient d'abord dans la partie auteur. حيدنا l'auteur, ولكن حيدنا l'auteur ما يمكنش. Il ne faut pas en fait supprimer toutes les deux, définitivement les deux colonnes. On va la colonne qui représente le numéro de l'auteur. L'auteur il a écrit quel livre. Mais en fait, le problème, il est encore là. Il faut faire sortir l'action de écrit, qui est écrit quoi. Et il y en a qui ont deux choses. Dans le tableau, il y a deux choses qui sont séparées. Qui a écrit quoi, c'est l'auteur qui a écrit. Ou qui est le livre, Brasso. C'est quoi l'auteur qui a écrit quel livre?
D'accord? Ok, le problème, ok, le livre, donc il y a deux choses. Il y a l'action d'écrire, ok, le livre. Donc on va les séparer. Nous avons la partie du écrit, voilà, ou la partie du livre. Comme ça, en fait, nous n'avons pas de redondance. Et nous avons dit que ouvrage, ça, s'il n'y a pas de redondance, auteur, il n'y a pas de redondance, il faut avoir une table intermédiaire qui fait la liaison. D'accord? En fait, la table intermédiaire qui a un numéro auteur, ça c'est une clé primaire, ou ça c'est sa clé étrangère. Je sais la clé étrangère. Et il y a la clé primaire qui voyage dans une autre table, une autre table, rien que pour faire la référence, rien que pour faire le lien. علاش عاودت هنا النيميرو auteur باش يكون عندي ان لين بين هذا لو طابلو هذا وبين هذا لو طابلو. علاش يكون عندي ان لين بين هذا لو طابلو وبين هذا لو طابلو؟ سي بور savoir c'est quoi l'auteur qui a écrit le livre numéro tel. Parce que ça c'est écrit. L'auteur 1, il a écrit le livre, ce livre-là. Mais pour avoir des informations à l'aide du livre, le livre de style 1, je n'ai pas le livre, pour savoir l'autre, nous avons un code, c'est une clé étrangère. C'est une clé primaire, 15 clés primaires, une table, qui a voyagé sur ce tableau-là pour faire en fait le lien entre le tableau et le tableau. باش إلا بغيت نقلب على les informations ديال 2 A1 تنجي ici, ça c'est une clé étrangère, تنجي la clé primaire correspondante, تنقولوا هاد la colonne هذه c'est une clé étrangère, وهذه c'est la clé primaire, la colonne de la clé primaire qui correspond à la clé étrangère. Ici aussi, هذه كتسمى une clé étrangère, وهذه c'est la clé primaire qui correspond à la clé étrangère. D'accord? Ou ça, en fait, les deux clés étrangères, celle-là et celle-là, leur objectif, c'est de faire la liaison avec les deux autres tables. D'accord? Donc, nous avons un lien entre ce tableau-là et ce tableau-là grâce à la clé étrangère. Nous avons un lien entre ce tableau-là et ce tableau-là grâce à la clé étrangère. Donc, comme ça, nous avons un lien entre les trois tableaux. Je peux aller de ouvrage, écrit, auteur. D'accord? C'est quoi les personnes, voilà, c'est quoi les personnes qui ont écrit le 2A1? Donc, je prends le 2A1, voilà les informations sur le livre. Je prends le 2A1, je viens ici pour chercher le 2A1. J'ai combien de 2A1? J'ai un seul, voilà. C'est quoi l'auteur qui a écrit celui-là? C'est l'auteur numéro 2, numéro 1. Il est où l'auteur numéro 1? C'est celui-là. Donc, c'est Tannenbaum qui a écrit celui-là. Comme ça, en fait, on dit que ça, c'est une clé étrangère qui correspond à cette clé primaire. Ça, c'est la clé étrangère qui correspond à cette clé primaire. Et les deux clés étrangères, ils font toutes les deux. Yani le couple, ça et ça. Cote et num auteur. Tous les deux, voilà, ils font la clé étrangère. Ils font la clé primaire de la table écrite. Yani les deux à deux, ils font la clé primaire. Il y a la table écrite. Donc, nous avons dit contraintes. Les contraintes d'intégrité, ce sont des conditions, des assertions qu'il faut respecter. Donc, lors de l'insertion ou bien du traitement de données. D'accord? L'exemple, il y a les contraintes. L'exemple, par exemple, pour créer, si vous voulez créer un compte sur Gmail ou bien sur Facebook, le champ de mot de passe, vous tapez votre nom, votre date de naissance, etc. Le champ de mot de passe, il est obligatoire. Si vous laissez le champ de mot de passe vide, alors ici, en fait, il ne va pas passer. Quand vous cliquez sur valider, il va vous afficher un texte en rouge pour vous dire en fait que le champ, il n'est pas encore rempli. Vous devez le remplir. La base de données, en insérant les données, en créant un compte sur Facebook, vous êtes en train d'ajouter des données sur la base de données de Facebook. D'accord? En créant un compte sur Facebook, je tape mon nom, mon prénom, date de naissance, etc. Quand je fais valider, si toutes les données elles sont bonnes, alors là, j'ai ajouté une ligne
dans le tableau utilisateur de Facebook. يعني أنا زدت معلومات في la base de données de Facebook. D'accord? ولكن قبل ما Facebook, avant que Facebook ajoute mes données, d'accord? Ajoute ma ligne, ajoute la ligne qui correspond à moi, je dois, il va vérifier quelques conditions, ou bien il va vérifier quelques contraintes. تشوف le mot de passe, est-ce qu'il y a un mot de passe? Est-ce que vous appelez un mot de passe? Est-ce que ce mot de passe, par exemple, il contient des majuscules? Est-ce qu'il contient des numéros? Est-ce qu'il contient... Parfois, il fixe, il vous dit, tiens, voilà, il faut dans le mot de passe avoir des chiffres et des lettres. Ça, c'est une contrainte d'intégrité. D'accord? Il faut que la date de naissance soit inférieure à 2000. Parce qu'on n'accepte pas que les gens qui ont moins de 20 ans d'avoir un compte. Ça, c'est une contrainte, c'est une condition. D'accord? Il faut taper, en fait, vous avez tapé une adresse mail, mais vous avez oublié, par exemple, arrobas ou bien, etc. Et il vous dit, tiens, voilà, l'adresse mail que vous avez tapée, il est fausse. D'accord? Donc, il y a un moteur qui vérifie des contraintes, des conditions. D'accord? Il vérifie quelque chose avant de l'insérer à la base de données. Parce que ça ne sert à rien, par exemple, de créer un compte alors que le mot de passe, il n'existe pas. Donc, il ne fait pas partie de cette chose-là, cette action, il ne fait pas partie des politiques de Facebook. Il faut respecter un certain nombre de politiques, etc. etc. Donc, les contraintes, il y a des contraintes qui sont obligatoires et il y a des contraintes qui ne sont pas obligatoires. En général, il y a 3 contraintes. Il y a la contrainte de clé. Ça veut dire quoi, une contrainte de clé? Si une relation doit posséder une clé primaire. Mais il يمكنش يكون عندنا un tableau, mais il y a un champ qui représente une clé primaire. C'est la même chose que l'entité. L'entité, elle doit avoir une clé. D'accord? Les 3 conditions dont je suis en train d'expliquer, ça s'appelle des conditions qui sont obligatoires. Donc, il y a des conditions qui sont optionnelles, des conditions qui sont obligatoires. La première des conditions qui sont obligatoires, c'est la contrainte de clé. Chaque table, ou bien chaque relation, si là, il s'appelle la relation, si là, c'est une relation, chaque table ou bien chaque relation, elle doit contenir une colonne qui représente la clé primaire. D'accord? Une colonne qui est soulignée. Voilà. La deuxième contrainte, c'est la contrainte d'entité. La contrainte d'entité, ça veut dire, donc, on sait très bien que chaque tableau, il contient une colonne qui s'appelle clé, mais cette colonne-là, il ne doit pas avoir des valeurs vides. ما يمكنش يكون خاوي. D'accord? ما يمكنش هاد البلاصه هذه تكون خاويه. Mais je peux avoir, par exemple, pour un livre, je peux avoir un livre là où la case de l'année il est vide, parce que c'est pas une clé, c'est pas grave. Le nombre d'exemplaires, je sais pas, ça peut être vide. يعني en tapant, تعرف le titre, تعرف l'année, ولكن ما تعرفش le nombre d'exemplaires, تعرف le thème. نقدر نخلي هذه خاويه. D'accord? نقدر نخليها هذه خاويه. Mais en fait, la case هذه on peut pas la laisser vide. هذه كتسمى la contrainte d'entité. Ou la contrainte de référence, ça veut dire quoi la référence? Donc la clé étrangère, il fait la référence sur le tableau original. D'accord? Donc voilà, la clé étrangère, il fait la référence sur le tableau d'origine. Voilà, le tableau d'origine. Alors, le 3, il fait la référence sur le 3. Le fait de dire le 3 ici, donc, ce 3-là, le 13GO, donc ce livre-là, les algorithmes génétiques, il a été écrit par le 13, il a été écrit par 3, c'est que le 3, c'est Roland John. D'accord? Celui-là, c'est le Roland John, c'est la personne. Donc, le 3-là, il fait la référence sur la ligne. Ça veut dire quoi la contrainte de référence? Ça veut dire, en fait, si j'ai un 3 ici, j'ai pas le droit d'avoir une table qui ne contient pas 3. Autrement dit, dans cette situation-là, on n'a pas le droit de supprimer la ligne. Et علاش? qu'il y a une chose qui fait la référence sur 3. D'accord? C'est comme, par exemple, on détruit une maison sans supprimer l'adresse. D'accord? Avant de détruire, de faire la destruction de la maison, il faut en fait faire la destruction des adresses. D'accord? Il faut changer l'adresse, il faut en fait
faire la suppression de l'adresse avant la suppression de la maison. C'est grave de mettre, par exemple, 3. Donc, si on supprime de la ligne, si on supprime de la ligne, il y a 3. Il y en a 1, 2, directement 4 et 5. Et je viens ici un jour pour chercher c'est quoi le monsieur qui a écrit le livre 3, le livre 13GO1. Donc 13GO1, le gros c'est le monsieur, il y a combien de 13GO1? Il y a 2, il y a celui-là et celui-là, très bien. Alors pour celui-là, c'est quoi son nom? C'est 2. C'est Goldberg. Alors ça, c'est le premier monsieur. C'est quoi le deuxième? 3. Hop, il n'y a pas de 3. Et ça va bloquer la base de données. Ça, c'est grave. Yani, l'information, parce que parmi des choses, en fait, qui caractérisent les systèmes de gestion de base de données, c'est l'intégralité de la donnée. Yani, la donnée qu'est-ce qu'on complète, kamla. La donnée, il est complète. Mais quand je viens ici, par exemple, je dis 13GO1, il a été écrit par 3, ce livre-là, il a été écrit par 3. On vient ici, on ne trouve pas 3. Ici, l'information, la donnée, il n'est pas complète. D'accord? La donnée, il n'est pas complète. C'est pourquoi il est considéré, en fait, comme une contrainte obligatoire, une condition obligatoire. C'est quoi cette condition-là? Il dit, tiens, voilà, vous n'avez pas le droit de faire la référence sur quelque chose qui n'existe pas. Parce que 3, il fait la référence sur 3. Vous n'avez pas le droit de pointer ou bien de faire la référence sur quelque chose qui n'existe pas. Si vous voulez supprimer 3, d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut aller d'abord supprimer la référence à l'adresse. Il faut d'abord supprimer la ligne qui contient 3, ou à partir de là, vous pouvez supprimer la ligne. Mais supprimer cette ligne-là et ne pas supprimer celle-là, ça, c'est pas acceptable dans les systèmes de gestion de base de données. D'accord? On n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui fait la référence sur quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle met la contrainte de référence. D'accord? Donc, il y a des contraintes qui sont optionnelles. On dit que ne sont pas obligatoires. Contraintes de domaine liées au domaine de définition d'un attribut. Exemple, nombre d'exemplaires, il doit être supérieur à 0. Même que je connais un nombre exemplaire qui est égal, qui est négatif d'un pas, ou bien le nombre d'exemplaires est égal à 0. واش يمكن يكون عندي un livre là où le nombre d'exemplaires est égal à 0. Un livre, nombre d'exemplaires est égal à 0. يعني واحد عندي un livre, il n'a jamais été écrit. ما عنديش aucune copie, ما عنديش واحد l'exemple. ما يمكنش. C'est pas possible. ما يمكنش يكون 0. ملي تنهضر على ان ليفر اوتوماتيكومون او موان عندي واحد لا كوبي او موان كاين اون كوبي هي كاين ان اكزومبلير. اما ما كاينش كاع ليكزومبلير ما كاينش ليكزومبلير سا سي با ان ليفر حيت مازال ما تكتبش. دونك سا سي parmi des contraintes voilà ici. Donc contrainte d'intégrité exemple voilà schéma de relation auteur, nous avons auteur nombre etc. انا الطريقه باش نكتبوا حيت قلنا en fait بالنسبه la dernière fois, on a le schéma de la table et le schéma de la base de données. D'accord? On a le schéma de la table, ça s'écrit comme ça. De la table. On souligne sur la clé et on liste les autres champs. C'est le schéma de la table. D'accord? Le schéma de la table auteur, on liste tous les champs et on souligne sur la clé primaire. On a auteur, un numéro auteur, nom, prénom. Donc, il y a ouvrage, cote, titre, nombre exemplaire, année, etc. Ça, c'est le schéma de la table ouvrage. Schéma de la table ouvrage. On dit, en fait, on peut l'écrire comme ça, on peut détailler, on peut dire clé primaire, c'est cote, ou la contrainte de domaine. C'est-à-dire la contrainte de domaine qu'on vient de voir ici. C'est la contrainte liée au domaine de définition d'un attribut. La contrainte de domaine, c'est le nombre exemplaire supérieur à 0. Contrainte référentielle. D'abord la référence. C'est-à-dire qu'il en fait le ouvrage, numéro éditeur, est une clé étrangère. En fait, ouvrage. Ouvrage, voilà.
Alors, on veut faire la contrainte de référence entre ouvrage et le écrit. Alors, il faut dire dans une phrase que le code de la table écrit, il fait la référence sur le code de la table ouvrage. C'est-à-dire que c'est en fait la référence. D'accord? Il s'appelle la référence. Donc, قلنا que les primaires, يعني الطريقة باش نكتبوا schéma d'une table ou bien schéma de la base de données qu'on va voir par la suite, هو هادشي اللي كتشوفوا en fait devant vous. هذا سي schéma, هذا كيتسمى schéma relationnel. D'accord? يعني دي tableaux, 3 tableaux. Là où il y a des liaisons entre les tableaux, بين كوت هنا il fait la liaison avec ce code, numéro auteur il fait la... يعني كاين بزاف ديال لي choses ici, كاينين il y a plein de choses qu'on comprend avec l'œil dans le schéma, mais en fait, son écriture, il s'appelle le schéma. D'accord? Schéma de la table, ici, quand on parle du schéma de la table, le schéma d'une relation ou bien de la table auteur, c'est auteur, colonne, et je souligne la clé primaire. D'accord? Ouvrage, il y a 10 colonnes, je souligne la clé primaire. Et par la suite, je viens pour dire, je peux dire aussi, ou bien clé primaire, cote. C'est quoi la clé primaire? La clé primaire, c'est la colonne qui s'appelle cote. Si je souligne celui-là, c'est pas la peine de le dire ici. D'accord? Maintenant, pour le contrainte de domaine, ici, le contrainte de domaine, la condition du domaine, sur le nombre d'exemplaires, doit être supérieur à 0. Même que je compte négatif ou même que je compte 0. Contrainte de référence. Il y a ouvrage numéro éditeur est une clé étrangère et fait référence sur éditeur, numéro éditeur. D'accord? C'est une condition que normalement, voilà, il fallait en fait les schémas, on va les voir parce que normalement je dois mettre ici ouvrage cote est une clé étrangère, donc auteur, pardon, je dois mettre écrit point cote, d'accord? Écrit point cote, c'est une clé étrangère qui fait référence sur ouvrage point cote. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la colonne cote dans la table écrit, parce que nous avons 2 colonnes cote, une sur la table écrit et une sur la table ouvrage. La colonne cote dans la table écrit est une clé étrangère, d'accord? C'est une clé étrangère. Donc, quand on parle de clé étrangère, automatiquement, il fait référence sur une table, ou bien sûr une clé primaire. Donc, cote de écrit, c'est une clé étrangère qui fait référence sur cote de la table ouvrage. Mais l'exemple que j'ai mis ici, alors je vais essayer de le modifier parce que ici, je parle d'une autre table, je ne parle pas de l'éditeur, numéro éditeur, mais qui est un autre exemple. D'accord? Normalement, je dois mettre ici contrainte de référence auteur.cote est une clé étrangère et fait référence à ouvrage.cote. Il suffit d'écrire contrainte de référence, voilà, référence en anglais, ouvrage, etc., référence, éditeur, etc. Donc, le schéma de la table écrit, donc écrit numéro, écrit aussi l'exemple que nous avons vu, numéro auteur, cote, d'accord? Écrit, il contient 2 choses. Écrit, il contient cote ou numéro auteur. نقدروا نديروا cote virgule numéro auteur. نقدروا نديروا numéro auteur virgule cote. هاد l'ordre ديال لي كولون ما عندوش بزاف l'importance. Voilà. Donc, schéma de la table écrite, c'est écrit numéro auteur cote. Clé primaire, c'est numéro auteur. Voilà, cote, بجوج ils font la clé primaire parce que ce sont 2 champs et nous avons souligné tous les 2. Contrainte référence. Alors, regardez, contrainte référentielle, ce sont des contraintes référentielles. Nous avons 2. Il y en a 2 liaisons. Je vois la table écrite, il y a 2 liaisons.
شنو هما les contraintes référentielles ديال écrit. Nous avons كاينه واحده liaison à droite وكاينه واحده liaison à gauche. Donc on va dire que, je m'excuse, je fais toujours des va-et-vient. Alors, on dit contrainte référentielle, le numéro auteur, le point le numéro auteur dans la table écrit. Écrit point numéro auteur, d'accord? Le numéro auteur dans la table écrit, il référence le numéro auteur dans la table auteur. Cote dans la table écrit, il fait la référence sur cote dans la table ouvrage. D'accord? Donc, vous allez voir ça et revenir sur le fait d'écrire écrit point. Donc, ici, c'est le texte qui explique ça. Voilà, le schéma d'une base de données est composé de l'ensemble du schéma d'une table définie par un exemple. Donc, ce slide-là, c'est pour dire est-ce qu'il y a en fait le schéma de la table. Le schéma de la table, le schéma de la relation ou bien le schéma de la table. D'abord, on a le schéma d'une base de données. Le schéma d'une base de données ou l'ensemble du schéma des tableaux. D'accord? Où il a le schéma du tableau. On écrit les tableaux, c'est-à-dire le nom du tableau, les champs kamlin. On souligne la clé primaire, d'accord? Où je mets les contraintes. Les contraintes. Par exemple, ici, on dit une contrainte de domaine, contrainte référentielle, etc. Les contraintes kamlin, c'est donc, le schéma d'une table, il contient le nom de la table, tous les champs. Je dois souligner la clé primaire ici, ou bien je peux mettre clé primaire. C'est quoi la clé primaire? C'est numéro, auteur et cote. Et par la suite, je mets les contraintes que j'ai. D'abord, la contrainte, le schéma d'une base de données. Le schéma d'une base de données, c'est l'ensemble du schéma de toutes les tables. Parce qu'une base de données se compose de plusieurs tables. D'accord? L'exemple d'ici, une base de données ouvrage, de bibliothèque par exemple, c'est une base de données qui s'appelle bibliothèque, elle se compose de 3 tableaux. Premier tableau, deuxième tableau, et un troisième tableau. Ça, c'est premier et deuxième. Et ça, c'est un tableau qui fait la liaison entre les deux. Donc, nous avons 3 tableaux. C'est quoi le schéma de cette base de données? Le schéma de cette base de données, c'est le schéma de la table à dit, et le schéma de la table, et le schéma de la table. Donc, le fait d'écrire les 3 schémas, les 3 tableaux, ça correspond au schéma de la base de données. Donc, c'est ce que je vous dire dans ce dernier slide. Donc, nous avons auteur, ouvrage, écrit. Donc, dans écrit, nous avons voilà, auteur, nous avons, etc. Ça, c'est les primaires. Non. Ça, c'est le schéma de la table auteur. D'accord? Ça, c'est le schéma de la table ouvrage. Et ça, c'est le schéma de la table écrit. Et les 3 schémas, ils représentent le schéma de la base de données. Donc, le bilan de cette première partie, c'est bien celui-là. Alors, nous avons les relations et les tables. Alors, une relation ou bien une table. Attribut ou colonne. Domaine ou type. Est-ce qu'il s'agit du numérique, de date, etc. Alors, nous avons la clé primaire. Alors, nous avons la clé étrangère. Alors, nous avons une contrainte d'intégrité. Alors, nous avons un schéma d'une relation ou bien d'une table. Ou un schéma d'une base de données. D'accord? La prochaine fois, on va commencer à partir de la page 90. Si vous n'avez pas bien sûr des questions.